Tu avais déclaré dans une interview que, je te cite, la religion musulmane est une des plus féministes. Et je me suis vraiment demandé pourquoi, pourquoi Pourquoi tu disais j'avais dit ça ça? et comment ça se fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Bien sûr. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre format œil pour œil, le format d'interview débat où on rencontre des personnalités engagées. Aujourd'hui, on est avec Sarah Elatar. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, tu es cofondatrice et présidente de Hashtag Ambition. Tout à fait. Alors je dis hashtag free, hashtag share, hashtag ambition. Coach et consultante en organisation et communication. C'est ça. Je vais commencer avec une question assez simple. J'ai été sur ton profil Instagram avant cette interview et j'ai vu qu'un de tes derniers posts IGTV, c'était une réaction à le fait que tu te balades dans Paris et en l'espace de 20 mètres, tu racontes que tu as été victime de 2 propos discriminatoires ou racistes. J'ai été 2 fois victime de propos ou racistes ou discriminatoires. Du coup, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu considères aujourd'hui qu'il y a un climat délétère en France ? Écoute, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand, tu sais, moi j'habite en banlieue. Donc j'habite en banlieue dans le nord des Hauts-de-Seine. Et c'est vrai qu'on habite dans une ville qui est très hétéroclite, il y a un petit peu de tout. Il y a peut-être des personnes qui ont des idéologies racistes, ça c'est statistiquement il y a des chances. Mais en tout cas, on ne le ressent pas au niveau de l'attitude des passants, des personnes qu'on croise ou par exemple des administrations. Et c'est vrai que pendant une longue période, du fait de ma grossesse, du fait que j'ai eu un enfant, etc., je n'allais pas souvent sur Paris. En y revenant, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai qu'il y a un décalage. Et je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un climat délétère en France, mais en tout cas, moi, à Paris, vraiment, je l'ai clairement La ressenti. différence entre la banlieue et Paris ? Ouais, franchement, je l'ai vraiment ressenti et j'ai horreur de verser dans le discours victimaire, le misérabilisme, etc. Mais malheureusement, c'est une réalité. Franchement, c'est une réalité. Tu te sens plus à l'aise en banlieue qu'à Paris ? Oui, et franchement, j'aime pas le fait. J'aime pas ça. T'aimes pas le fait que normalement Le tu fait devrais de me sentir à l'aise sentir. partout. Oui, clairement. Et puis on a la chance. Enfin, Paris, c'est super beau. Quand tu te balades, t'as plein d'activités, tu peux faire plein de choses. Donc c'est dommage de te dire que, je sais pas, un jour tu vas aller te balader à Paris, tu vas faire des activités, et de dire que. Et de sentir de l'appréhension, de ne pas te sentir bien parce qu'il y a des regards, parce qu'il y a des remarques. C'est vraiment triste, je trouve. C'est quoi, il y a un manque d'homogénéité entre la banlieue et Paris, tu dirais ? Oui, clairement, de toute façon. Après, ça, on ne va pas revenir sur l'histoire. Il y a des choses qui ont été faites qui font qu'il y a des concentrations de certaines minorités à des endroits plus qu'à d'autres endroits. Mais je pense que c'est peut-être aussi dû au fait que les gens se rencontrent moins. Après, je te dis Paris, il y a certaines zones à Paris, il y a certains arrondissements où tu te sens mieux que dans d'autres arrondissements parce que le niveau social fait que aussi. Donc c'est peut-être aussi la peur de l'inconnu. Est-ce que c'est pas l'inverse aussi ? Des gens qui sont à Paris, qui eux, quand ils vont en banlieue, se sentent pas aussi à l'aise ? Je sais pas, franchement, il faudrait leur poser la question, je vais pas m'exprimer à leur place. C'est sûr. Tu t'étais fait connaître aussi en partie, notamment pour ton passage sur CNews en 2019. Ouais, c'est ça, Dans en octobre 2019. Octobre 2019, dans l'émission de Pascal Praud. Ouais, exact. Moi, je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Comment t'as vécu ce passage ? Il y a eu l'avant, il y a eu le pendant, il y a eu l'après. L'avant, j'étais hyper méga stressée. Déjà, j'ai dit à personne que j'allais passer sur le plateau. Je l'ai dit à 3 personnes de ma famille. Mais sinon, je n'ai pas déclaré parce que j'avais tellement peur de me ramasser la figure. Je me suis dit, au moins, si je m'affiche, j'aurais pas dit à tout le monde, allez, allumer la télé, regardez-moi parler. Le pendant, c'était encore plus stressant. Je pense que souvent les gens qui ne me connaissent pas ne le voient pas, mais les gens qui me connaissent en regardant le plateau, en regardant l'émission, ressentent en fait que je suis stressée parce qu'en règle générale, je suis beaucoup plus détendue au niveau de mon expression faciale, etc. Donc j'étais très stressée, j'avais les jambes, heureusement que c'est coupé, tu vois, au but, parce que j'avais les jambes qui tremblaient en dessous de la table. Et en fait, j'avais tellement l'impression qu'en sortant du plateau, je me suis effondrée parce que pour faire redescendre cette pression.
Et il y a eu l'après le 48 heures parce que j'étais en top tweet, la vidéo elle tournait partout et je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Tout simplement parce que tous les jours, quand tu allumes la télé, tu as des habitants qui interviennent dans des sujets et puis tu n'en entends plus parler par la suite. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ça se passe comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Donc, je ne saurais pas te décrire l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je ne comprenais pas trop. Je me suis un peu déconnectée de mon téléphone parce que ça me faisait hyper bizarre de voir ma tête partout. Et aussi, à l'extérieur, ça faisait très bizarre de prendre le métro et qu'on m'arrête, qu'on me demande si c'était moi, qu'on discutait avec moi. Du coup... En fait, ça faisait bizarre de ne pas être un anonyme dans le métro, juste, tu es dans ton wagon, tu lis ton livre, tu es tout le temps en train de regarder si on te regarde, si on t'a reconnu. Mais voilà, après, ça a duré quelques jours et après, on va dire, entre guillemets, j'ai accepté. Et c'était du positif, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait un bad buzz. C'est juste que je pense, comme je m'y attendais pas, j'avais besoin de digérer un petit peu ce choc-là. Et tu y es allée donc, en réaction justement à une maman voilée qui est allée dans le conseil régional, je sais, Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Bourgogne-Franche-Comté. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Et du coup, tu y allais justement pour parler justement du fait des femmes voilées en France, etc. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que les femmes voilées ont pris de l'espace médiatique ou c'est encore le même problème qu'à l'époque ? Est-ce qu'en 2 ans, on a évolué ou est-ce que ta prise de position sur CNews a changé quelque chose ou pas ? En fait, oui et non, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont envie d'écouter, qui ont envie de comprendre les choses, que ça a dû aider. Mais après, tu sais, les gens qui campent sur leur position, même si on passe tous les jours sur les plateaux, ça ne changera strictement rien. Je pense, voilà. Après, de manière générale, je ne pense pas que ça ait énormément fait bouger les choses, parce que il y a encore quelques temps, il y a Lilia Bouziane, qui est une étudiante en droit, qui est passée sur le plateau de Cyril Hanouna, justement en lien avec ces questions, parce qu'elle était passée en duplex sur une émission chez LCI. Et en fait, tu vois que ça bouge pas, mais ça bouge pas parce que justement, il y a des gens qui campent sur leur position. Parce que Lilia, quand elle discutait, quand elle débattait avec un protagoniste sur le plateau de LCI, il lui disait, pour moi, le foulard, c'est un signe de soumission, c'est comme ça changera pas. C'est-à-dire que lui, il a une idée qui est faite sur la base de je ne sais quoi, et il veut pas changer d'avis. C'est comme si... moi, je prends ça et je te dis, pour moi, ça, c'est une assiette. C'est comme ça changera pas. Ouais. Tu peux rien faire, en fait, avec ces personnes-là. C'est même pas... Est-ce que c'est pas important, justement, de bien savoir s'exprimer, parce que je crois que avec #ambition, c'est un peu aussi ce que tu essaies de faire, l'éloquence, c'est ça, que les gens s'expriment bien. Est-ce que, justement, c'est pas aussi les personnes concernées d'essayer de convaincre le plus possible en s'exprimant moi, je pense que c'est effectivement important d'apprendre à bien s'exprimer, mais pas forcément pour convaincre, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de... justement, il faut qu'on arrête d'essayer de vouloir être convaincu par les autres. Je te donne un exemple. Moi, je me ferai jamais tatouer, c'est pas mon délire d'être tatouée. J'ai pas besoin de comprendre pourquoi une personne se fait tatouer. Si elle a envie de se faire tatouer, elle le fait. C'est pas... En fait, je suis qui, moi, pour lui demander de me rendre des comptes, pour lui demander d'argumenter que ça peut l'aider à se sentir bien, c'est son problème. Et je pense que vraiment, si on apprenait en fait à arrêter de vouloir tout comprendre de A à Z, ça nous aiderait beaucoup. Attention, je ne suis pas en train de généraliser, je pense que c'est important de comprendre certaines choses, de s'informer, de se renseigner, de se documenter, mais il y a des choses qui relèvent du personnel sur lesquelles il faut se dire chacun fait ce qu'il veut. En fait, à partir du moment où on n'agresse pas le voile, c'est un problème personnel. personnel. Ouais, pour moi, le foulard, c'est un cheminement personnel, spirituel. C'est quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose de personnel. C'est pour ça que je prends l'exemple du tatouage, parce que c'est quelque chose parfois qui se voit. Du coup, pour c'est toi, personnel le voile aussi. et le tatouage, c'est à mettre sur le même plan ? Non, je dis pas que le foulard et le tatouage, c'est la même chose, mais en faisant le parallélisme sur les deux, ça peut aider à comprendre. C'est un choix, tu vois, c'est un choix. Quand je te dis, on peut parler de la kippa aussi, tu vois, on peut dire que... la kippa et le foulard, étant donné que c'est deux vêtements qui ont attrait aux religieux, ça peut être des choses qu'on peut comparer, mais ça ne sera jamais la même chose, même si c'est religieux. C'est-à-dire qu'il faut accepter quand même que chaque chose se définit en tant que telle, et que même si tu fais des comparaisons, ça ne sera jamais exactement, strictement la même chose.
Et je pense que dans toute... en fait, il faut quand même adopter la juste mesure, le juste équilibre dans toute chose. C'est-à-dire que, effectivement, chercher à comprendre, chercher à s'informer, c'est bien, mais quand ça va dans l'excès, c'est pas bon. Parce que tu peux, en fait, violer, on va dire, l'intimité de la personne en face, tu peux aller poser des questions là où elle n'a pas envie de s'exprimer. Et typiquement, tu vois, quand Lilia elle est passée sur le plateau de Cyril, je trouve qu'elle a fait quelque chose qui est pas facile, tu vois, qui est pas évident pour tout le monde, puisqu'elle est rentrée dans son intimité. Cyril lui demandait pourquoi est-ce qu'elle a fait le choix de porter le foulard. Elle expliquait que c'était lors d'un voyage en Algérie, donc voilà, elle raconte. Et t'as un des chroniqueurs qui lui dit « Oh votre histoire, elle commence comme les Marseillais à Dubaï ». Mais en revanche, parce que votre histoire, elle démarre comme les Marseillais à Dubaï, genre j'étais en vacances en Algérie, je trouvais ça tellement mignon, je l'ai porté, etc. Vous avez les mêmes références sur RFM? Attendez. Il n'y a aucun rapport avec les Marseillais à Dubaï. Et ça, je trouve, c'est hyper violent, tu vois. Parce qu'elle fait le pas de rentrer dans son intimité, parce qu'elle, justement, elle veut aider les gens à comprendre, et ce qu'elle prend en retour, ce qu'elle se prend en retour, c'est archi violent. Donc parfois, tu fais le pas, tu fais un effort, et en fin de compte, tu te prends une baffe. Donc il vaut mieux ne pas discuter de ce sujet? Je pense que ça dépend. Si tu as une personne qui n'est pas bienveillante en face, personnellement, et ça n'engage que moi, je trouve que ça sert à rien. Okay. Est-ce que tu te considères comme féministe aujourd'hui? Oui, je me considère comme féministe. Après, je pense que comme tu le sais, il y a différents courants féministes. Il y en a certains dans lesquels je me reconnais absolument pas. Et moi, je suis pour un féminisme vraiment pro-choix, où chaque personne décide de ce qu'elle fait. Où voilà, on n'a pas un droit de regard dans ce que l'autre fait, et surtout pas d'hiérarchisation. Parce qu'à partir... En fait, faut pas oublier qu'à la base, le féminisme, c'était un petit peu dans un objectif de se libérer du joug masculin. On pense notamment à l'époque où les femmes avaient besoin d'une autorisation pour ouvrir un compte bancaire, par exemple. Et si tu te libères de ça pour ensuite te soumettre à autre chose, c'est contre-productif, c'est incohérent. Donc moi, je suis vraiment pour le fait que chaque femme puisse décider de ce qu'elle fait. Et tu avais déclaré dans une interview que, je te cite, la religion musulmane est une des plus féministes. Et je me suis vraiment demandé pourquoi j'avais dit ça et comment ça se fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Bien sûr. Ouais, totalement. Écoute, moi j'avais dit ça parce que, en fait, au moment où la religion musulmane est arrivée, il y a beaucoup de droits qui ont été accordés aux femmes. Tu vois, il y a par exemple le droit à l'héritage. À l'époque, tu sais, je te dis ça, ça fait 1400 ans, ça fait quand même 14 siècles. Alors que par exemple en France, une femme pour pouvoir, je le disais à l'instant, ouvrir un compte bancaire, elle avait encore besoin d'une autorisation il n'y a pas très longtemps. L'islam, quand la religion est arrivée il y a 14 siècles, cette religion, elle a par exemple accordé le droit d'héritage à la femme. Ouais, mais est-ce que en disant ça, tu réalises aussi que certaines personnes peuvent te dire que aujourd'hui les pays qui pratiquent la charia et donc la loi musulmane, ils sont beaucoup moins avancés au niveau droit des femmes que des pays comme européens, occidentaux peuvent l'être. Écoute, tu sais, aujourd'hui, le pays qui a le plus grand pourcentage de musulmans, c'est l'Indonésie. Il y a 99, quelque chose de musulmans. Et c'est un pays où les femmes se sentent très bien. Il y a beaucoup d'équité. J'aime pas parler d'égalité parce que je trouve que c'est un petit peu... Après, j'aime pas parler d'égalité dans ma perception d'égalité. Parce que pour moi, égal, c'est 1 égale 1. C'est vraiment deux choses strictement identiques. Alors que je préfère parler d'équité parce que... De droit? D'équité de droit, ouais, on va dire. Je préfère parler de ça. Du coup, en Indonésie, ça se passe très bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent des choses parce que c'est un petit peu fourre-tout de dire ça parce que les personnes... il y a beaucoup de personnes, quand tu dis pays musulman, pensent à pays arabe. C'est un gros amalgame. Parce que c'est pour ça que je donne cet exemple. C'est qu'aujourd'hui, le pays le plus musulman, c'est pas un pays arabe, c'est un pays d'Asie. Donc... dans ces pays, je pense que c'est pas la religion musulmane qui pose problème, c'est plutôt l'héritage culturel. Et c'est un héritage culturel qu'il y a déjà 14 siècles, l'islam est venu briser. Je te parlais de l'héritage, mais les Arabes à l'époque avaient une tradition qui est malheureusement vraie aujourd'hui en Inde, c'est qu'ils préféraient avoir des garçons plutôt que des filles. Donc il arrivait que certaines personnes enterrent des nouveau-nés parce que c'était des filles. Et l'islam est venu mettre un terme à ça.
Donc le problème, c'est pas l'islam, c'est la culture qui est C'est associée. la culture, ouais, pour moi c'est la culture, c'est l'héritage culturel en fait, et il y a un amalgame entre les deux. Donc c'est la mauvaise cible quand certaines personnes s'attaquent à l'islam, C'est ça en s'attaquer à la fait, c'est culture. pas, en fait, il y a beaucoup de subtilités dans plein de sujets. Il faut arrêter, je pense, de penser les choses de manière binaire. Il y a peu de choses qui sont soit noires, soit blanches. Il y a c'est comme quand tu prends une problématique, il y a rarement un seul facteur. Tu vois, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes. Et il y a un concours de circonstances qui fait que... Donc je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle d'analyser le tout pour pas faire de raccourcis parce que ça peut blesser, tu vois. On avait reçu, nous, Alice Cordier, qui est présidente du collectif Némésis. Je sais pas si Je connais pas du entendu tout, parler. non. C'est des féministes identitaires et qui, justement, s'étaient fait remarquer au Trocadéro en défilant avec des tenues de voile intégral, Ouais, qu'on peut retrouver notamment en Arabie Saoudite. d'accord. Et elles avaient, en gros, pour elles, c'était un acte pour défendre les femmes qui étaient contraintes de devoir porter le voile. D'accord. Et du coup, donc je voulais demander comment tu te positionnais par rapport à ça. Et deuxièmement, est-ce que le fait de porter le voile en France, est-ce que c'est pas aussi, ça fait pas justement écho à des pays où le port du voile est obligatoire pour certaines femmes? Est-ce que c'est pas problématique parfois? Ben, en fait, ça reviendrait simplement à se dire, est-ce que, parce que tu as des personnes qui se retrouvent mariées de force, est-ce que tu vas supprimer le mariage? Et tu vas dire, bah, les personnes qui se marient, elles font écho aux personnes qui sont mariées de force. Tu vois, c'est pas... Enfin, c'est un peu, je trouve, c'est un peu une ineptie, tu vois, de réfléchir comme ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est que, de toute façon, on est complètement d'accord sur le fait de refuser qu'une femme soit contrainte à porter une tenue quelle qu'elle soit. Comme je suis contre le fait qu'une femme soit contrainte à porter un foulard, je suis contre qu'une femme se sente soumise à certains dictats et se retrouve forcée à porter un short ou une jupe, j'en sais rien. Mais est-ce que ces femmes-là dont tu me parles seraient prêtes à prendre position pour nous aussi? À nous qui nous battons aujourd'hui pour pouvoir porter notre foulard librement. C'est ça que je veux savoir en fait. C'est est-ce qu'on défend la liberté de la femme en règle générale ou est-ce qu'il y a une hypocrisie? Est-ce que tu comprends aussi les personnes qui pourraient justement dire que tu dis que c'est un choix, mais en fait ça a été une sorte d'oppression, peut-être même inconsciente d'un système qui fait que une personne qui porte un voile qui porte un voile aujourd'hui, c'est en fait elle est dans ces yeux-là, c'est une femme qui du coup va être soumise soit à son mari, soit à un ordre de la religion, quoi. Bah, en fait, au-delà de ne pas comprendre, je trouve ça vraiment insultant. Parce qu'en fait, c'est une insulte à mon intelligence, c'est une insulte à mon honnêteté intellectuelle. Parce que ça voudrait dire, en gros, ça voudrait dire, tu crois que tu penses par toi-même, mais en fait, non. En fait, tu es soumise. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de certains courants féministes où il y a une hiérarchisation au niveau de se dire, le féminisme, c'est ça. Être une femme libre, c'est ça. Ouais. Non, être une femme libre, c'est être une femme libre. Donc être une femme libre, c'est avoir la liberté de se vêtir notamment. Enfin, c'est la base. Tu vois, le matin, tu te lèves, il n'y a pas quelqu'un qui te dit « Non, dans ton dressing, tu prends pas ça, tu prends ça. » Tu vois, si tu en reviens, si tu réfléchis vraiment, c'est le b.a.-ba, en fait. C'est vraiment la base des choses, de pouvoir se lever le matin et s'habiller tranquillement sans être inquiété, de pouvoir être agressé verbalement, physiquement, ce que tu veux, à cause de la tenue que tu portes. Donc, je trouve que c'est... Et en fait, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, les femmes qui pensent comme ça, elles font exactement ce qu'elles reprochaient aux hommes à l'époque. C'est-à-dire que quand j'avais les premiers combats féministes, il y a des hommes qui disaient ça, tu vois, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. C'était, on avait besoin de penser à leur place. Elles avaient besoin d'une tutelle, elles avaient besoin d'être sous la responsabilité d'eux. Et bien finalement, c'est infantilisant, tu vois, de me dire ça, c'est de me dire que j'ai besoin qu'on m'émancipe intellectuellement, je suis sous le joug de je ne sais qui. Et je l'ai dit lors de mon interview, j'ai dit qu'à l'époque, aujourd'hui encore, je n'ai pas de frère, à l'époque, je n'étais pas mariée, je n'avais jamais évoqué le sujet avec mon père. Donc, à qui je suis soumise? À Casper? Je ne sais pas, tu vois. Enfin, franchement, je trouve qu'en 2021, c'est ouf quand même de réfléchir comme ça. Je voulais poser une question. Est-ce que le port du voile et l'islam en général, est-ce qu'aujourd'hui c'est incompatible ou c'est compatible avec la culture française? Pour moi, c'est compatible. Déjà, le simple fait que je sois là, c'est compatible. En fait, je pense que le simple fait qu'on puisse se poser la question,
c'est problématique. En fait, ça fait des années. Enfin, l'islam, c'est pas un truc qui est apparu hier, tu vois. Ça fait des générations que tu as des Français qui vivent leur religion paisiblement, pacifiquement. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui, tu vois. Est-ce que du coup, il y a la notion parfois aussi d'un islam politique qui peut déranger Est-ce que toi, tu te considères d'un islam politique, par exemple? Franchement, je peux même pas répondre à ta question parce que je sais même pas à ce jour ce que ça veut dire. Bah, justement, par exemple, je vois sur ton Instagram que tu soutiens la Palestine, Ouais. que tu soutiens les Ouïghours, Ouais. qui sont des peuples de culture musulmane. Ouais. Est-ce que on peut considérer ça comme un islam politique? Bah non, clairement pas, parce que je les soutiens pas parce que c'est des musulmans, je les soutiens parce qu'ils sont massacrés. Genre, ça aurait Ok. été des juifs, des agnostiques ou des chrétiens, je les aurais soutenus de la même manière. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est important du coup de militer sur les réseaux? Est-ce que c'est quelque chose qui participe au combat? Ben, en fait, moi, si tu veux, quand je m'insurge ou quand j'évoque des causes, pour moi, je considère même pas ça comme du militantisme. Pour moi, c'est de l'humanité. D'accord. Parce que on va voir les choses, on va inverser, on va dire, les rôles. Si jamais toi, tu étais enfermé dans un camp, que tu n'avais pas ton téléphone, que tu n'avais accès à rien du tout, tu serais content, tu vois, tu serais rassuré qu'il y ait des personnes à l'autre bout de la planète qui prennent la parole pour toi. Et en fait, le problème, je pense que les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. C'est que, tu vois, bah là, par exemple, une certaine lecture peut être de dire je soutiens les Palestiniens, ah, les Palestiniens, c'est des musulmans. Je soutiens les Ouïghours, ah, les Ouïghours, c'est des musulmans. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que je soutiens les humains qui se font persécuter. C'est que, bah, à l'heure actuelle, malheureusement, oui, deux grandes crises, on va dire, deux grandes crises politiques concernent deux grandes crises humaines, on va dire, et politiques concernent des musulmans. Mais comme je te le disais, si on était à une autre époque et que les camps de concentration étaient d'actualité, bah, je serais en train de défendre un peuple qui n'est pas de confession musulmane. Donc l'idée, c'est vraiment l'humanité. Et je me mobilise aussi en ce qui concerne les violences policières. Les violences policières, bien entendu, statistiquement, malheureusement, ça vise souvent les minorités, mais pas que. Hein. Tu as aussi des personnes qui sont franco-françaises, je ne sais pas si je peux dire ça, qui sont victimes de violences policières, et je les défends tout autant. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu la lecture qui parfois qui pose problème. Je comprends. Très bien. Pour terminer, je vais te poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, quelle personnalité tu aimerais voir ici à ta place pour un prochain épisode d'Œil pour Œil? J'aimerais bien voir Nadia Lazouni, pourquoi pas, parce que je pense qu'elle est pertinente sur pas mal de sujets, notamment certains qu'on a évoqués aujourd'hui. Nadia, si tu nous regardes. Et une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Que t'évoque la phrase « Trace tes contours » qui est le slogan du crayon? Ça, c'est une question sur laquelle je pourrais faire une dissertation. En fait, clairement, on dirait, tu sais, les questions de philo. Pour Première moi, partie. au premier abord, voilà, intro, développement, conclusion. Non, trace tes contours, pour moi, au premier abord, j'ai l'impression que c'est un petit peu un appel à la recherche, peut-être à la compréhension, parce que notion de contour, c'est notion de préciser quelque chose qui est peut-être un peu flou. Et voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, merci à vous. C'était un vrai plaisir de t'avoir pour cet épisode-là. Plaisir partagé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. C'était Antonin pour le crayon. Salut.